Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux gestions pilotées gérées par notre partenaire Oddo BHF. Commençons par un petit point sur les indices. Pour rappel, le CAC 40 a augmenté de 16,9% depuis le début de l'année, le MSCI World de 20,31% et le Nasdaq de plus de 42%. Nous avons donc une année 2023 en hausse dans le sillage des technologies américaines. Cela est dû à plusieurs facteurs rassurants. La baisse de l'inflation, l'anticipation d'une baisse des taux des banques centrales pour l'année 2024. Cependant, certains indicateurs semblent continuer à susciter quelques inquiétudes, notamment les prévisions de croissance assez faibles pour la zone euro et une hausse des prix des matières premières. La question qui se pose est de savoir si cette tendance haussière se confirmera en début d'année. Pour analyser ces chiffres, je reçois aujourd'hui Romain Gary, gérant de portefeuille chez Oddo BHF. Bonjour Romain. Bonjour Maxime. Au cours de cette webconférence, nous reviendrons sur l'actualité récente des marchés financiers. Examinons les principaux moteurs de ces évolutions et observons également l'évolution des gestions pilotées offertes par Oddo BHF au cours des derniers mois. Romain, je vous laisse la main. Alors effectivement Maxime, vous avez tout à fait introduit le débat, des performances de bonne facture depuis le début de l'année, une inflation qui recule, mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions. Il y a quand même certaines inquiétudes qu'on a le droit de mettre sur la table. Et aujourd'hui, on est en train de répondre à ces questions en décomposant la présentation en 3 temps. Dans un premier temps, on va analyser quelques éléments de macroéconomie. Ensuite, on se penchera sur les marchés financiers. Et pour finir, on fera un focus sur les 3 profils de gestion. Quelles ont été les performances et comment sont-ils positionnés? Alors, commençons par la macroéconomie. Alors, effectivement, Maxime l'a dit, on a eu des estimations de croissance qui ont été revues en baisse, notamment sur les 6 premiers mois de l'année. Mais le premier constat qu'on peut faire aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis sur le graphique de gauche, mais aussi en Europe sur le graphique de droite, c'est que la récession qu'on pouvait craindre, en fait, elle n'a pas eu lieu. Elle n'aura probablement pas lieu. On en est quasiment sûr sur l'année 2023. Notamment aux États-Unis, où on peut voir qu'on a quand même eu un fort rebond des estimations de croissance dans le sillage des bons chiffres qui sont sortis sur le 3e trimestre 2023. Et aujourd'hui, on voit que pour l'exercice 2023, on a des prévisions de croissance de 2,4 et pour l'exercice 2024, des estimations de croissance à 1,2. Donc quand même une croissance plutôt assez résiliente aux États-Unis. En revanche, sur le graphique de droite, on peut voir que la donne est quand même différente en Europe. On a plutôt affaire à une tendance baissière qui s'estompe ou qui ralentit, avec des projections de croissance de 0,5% pour 2023 et 0,6% pour 2024. Alors, deux tendances assez différentes et qui s'expliquent notamment si on regarde sur les slides suivants sur les données liées à l'activité, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc, sur ce slide-là, on fait un focus vraiment sur la situation américaine. On voit que les indices PMI, donc les indicateurs des directeurs d'achat, on voit que certes, il y a un léger tassement, mais elles sont toujours, les confondent toujours au-dessus de 50. 50, c'est vraiment le point critique. Au-dessus, on est en expansion, en dessous, on est en récession. Donc on voit qu'on a quand même des données qui sont quand même assez solides. Cependant, c'est vrai qu'il y a quand même certaines inquiétudes et au fur et à mesure que l'effet des politiques monétaires commence à impacter un peu la sphère réelle, on voit qu'il y a certaines données, certains éléments qui jusqu'à présent ont soutenu la dynamique américaine qui commence à s'estomper. On commence à avoir des inquiétudes sur le marché immobilier américain. Le consommateur américain qui jusqu'à présent avait vraiment créé une réserve d'épargne post-année Covid. Donc, en fait, on voit que cette réserve d'épargne commence à diminuer fortement et donc ça pose des problèmes aussi pour les entreprises qui perdent quelque peu leur capacité de fixer des prix et de maintenir leur marge. Alors on l'a dit, une dynamique un peu plus difficile en Europe. On voit qu'on a quand même des données qui ont un peu rebondi ces derniers mois, mais on est quand même bien en deçà des niveaux de 50, point critique pour ces indices PMI, donc des données qui sont quand même assez faibles. Cependant, on a quand même des dépenses de consommation qui sont stabilisées.
on a un consommateur qui a toujours un peu une réserve d'épargne. C'est vrai que le comportement du consommateur américain et européen est quand même assez différent. Et le consommateur européen a tendance à épargner plutôt que de dépenser dans les situations de stress. Donc on a toujours une réserve de capital et on a un marché du travail qui est toujours aussi toujours aussi une bonne santé, et ça permet de faire en sorte que l'économie européenne ne flanche pas, même si c'est vrai que la photo est quand même un peu plus difficile qu'aux États-Unis. Alors qu'en est-il en Chine? En Chine, là aussi, on a des indicateurs PMI qui sont au-dessus de 50, qui se sont stabilisés, mais le problème il est autre en Chine. Un peu en rebours des économies américaines et européennes qui aujourd'hui, depuis plusieurs mois, luttent contre la hausse des prix. En Chine, depuis cet été, en fait, on a de la déflation qui s'est installée. Cette déflation, en fait, n'est autre que la résultante d'une demande qui est complètement atone. Les ménages chinois ont une propension à épargner actuellement. Donc c'est vrai qu'on a une économie chinoise qui peine à démarrer post-Covid. Il faut dire que jusqu'à présent, les mesures de relance qui ont été mises sur la table, en fait, elles ont plutôt été là pour soutenir l'économie plutôt que pour l'améliorer matériellement. Donc on est vraiment dans la politique des petits pas. Donc on a toujours certains problèmes de fond à régler en Chine, notamment, on en a parlé longuement, le secteur immobilier qui pose toujours certaines questions. Très bien. Le grand mot de l'année 2023, c'était inflation. C'était aussi la grande préoccupation des banquiers centraux. Qu'en est-il à ce sujet-là? Alors, ici, on a plutôt de bonnes nouvelles. Alors, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a des données d'inflation qui reculent, et qui reculent même plus vite que prévu. Alors, si on regarde le tableau de droite, on voit que les dernières données pour l'inflation américaine sur un an en glissant s'établissent à 3,2. Elles étaient à 3,8 pour le mois de septembre. Et même son cloche pour l'Europe. On a même déjà les données du mois de novembre, puisqu'elles sont disponibles à la fin du mois de novembre. Donc on a une inflation de 2,4, c'était 2,9 pour le mois précédent. Là aussi, ça a surpris positivement. Donc on a plutôt des données d'inflation qui vont dans le bon sens et qui commencent à se rapprocher des targets, donc des cibles des banquiers centraux. D'accord. Du fait qu'on se rapproche des cibles des banquiers centraux, est-ce qu'on peut estimer que les politiques monétaires vont s'infléchir dans les mois à venir? Alors c'est la grande question. C'est la grande question à venir pour 2024. Quid du fameux pivot de la Fed, on entend beaucoup parler, les banquiers centraux l'ont dit, ils en ont fini avec ces politiques de hausse des taux, mais ils l'ont répété la semaine dernière lors des réunions de la Fed et aussi de la Banque centrale. Ils sont toujours data dépendants, comme ils disent, et ils commenceront à baisser les taux quand on aura vraiment des données d'inflation, une baisse de l'inflation pérenne. Aujourd'hui, on voit quand même que les marchés sont un peu, pas mal anticipent un peu cette baisse de taux, puisqu'aujourd'hui, ils anticipent déjà 4 baisses de taux pour 2024. La première baisse de taux est attendue par le marché au premier trimestre. Donc, on pense que c'est un peu optimiste, mais c'est également cet optimisme qui a porté les marchés financiers ces dernières semaines. D'accord. Dans ce contexte, comment sont comportés justement les marchés financiers sur les 6 derniers mois? Sur les 6 derniers mois, et même depuis le début de l'année, puisqu'on a, sur la slide suivante, on nous a mis les performances des marchés sur l'année 2023, année qui est quasiment terminée. On a déjà 11 mois qui se sont écoulés. On voit que aussi bien sur les marchés actions sur la partie de gauche que les marchés obligataires sur la partie droite, on a des performances positives. Alors, si on fait un focus sur les actions, donc sur la partie de gauche, donc de belles performances, mais aussi une grande dispersion. Une dispersion en termes de secteur. Donc, on voit la technologie à l'extrême gauche, plus de 47% depuis le début de l'année. À l'inverse, on a le secteur de la santé qui affiche une performance négative, moins 0,2%. Une forte dispersion aussi d'un point de vue géographique, avec les actions japonaises qui se sont très bien comportées, 29% de hausse,
À l'inverse, on a le marché chinois qui a affiché une performance négative avec moins 7,5%. Donc, il fallait quand même être assez sélectif et bien plus que des secteurs, c'est vraiment des noms en fait qui ont porté les marchés financiers. Il y a vraiment des valeurs qui ont explosé en bourse. On peut parler de titres comme Nvidia, je crois que c'est plus de 200% depuis le début de l'année. Facebook aussi a posté des chiffres absolument extraordinaires. Je crois que c'est plus de 140% en euros. En Europe et même en France, on peut citer des valeurs comme Stellantis, c'est plus de 60% depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment des valeurs en fait qui ont tiré les marchés à la hausse. Et c'est vrai que si on exclut certaines valeurs, en fait, la photo est un peu plus contrastée. Les marchés obligataires ont également posté des performances positives, qu'il s'agisse des obligations des entreprises, des obligations d'État, mais c'est vrai que si on se réfère à l'exercice 2022, elles n'ont pas tout à fait résorbé les performances négatives qu'on a observées sur les marchés financiers pour les segments obligataires en 2022. Alors, faisons un focus sur les marchés actions. Donc, on l'a vu, on a eu, après 3 mois de baisse, un rebond des marchés actions qui font qu'aujourd'hui, sur les marchés japonais et les marchés européens, on bat des records. Sur le marché américain, on se rapproche des plus hauts observés en fin d'année 2021. La situation est un peu plus contrastée pour les marchés émergents. On le sait, la Chine c'est toujours gros poids dans les marchés émergents. La Chine est en difficulté sur l'exercice 2023 et donc ça a pesé sur les marchés émergents. Si on s'intéresse aujourd'hui sur la valorisation de ces mêmes indices, on se rend compte que le marché américain et le marché japonais se traitent sur des multiples qui sont proches d'un moyen à 5 ans. En revanche, le marché européen reste décoté puisqu'aujourd'hui, le marché européen se paye 12 fois les résultats, la moyenne 5 ans étant de 14 fois les résultats. Regardons à présent le marché obligataire. Donc à droite, on voit les performances des différents secteurs, des différentes composantes du marché obligataire. Donc on voit que là aussi, on a des performances positives. Performances positives en premier lieu pour les obligations d'entreprise, qu'elles soient investment grade ou high yield, mais également pour les marchés obligataires de la dette souveraine qui ont profité récemment de la détente des taux souverains qu'on peut observer sur le graphique de gauche. Détente qui s'est poursuivie sur le mois de décembre. Aujourd'hui, on a un 10 ans américain qui est autour de un peu en deçà de 4% et un 10 ans allemand qui se traite autour de 2%. Maintenant qu'on a fait ce point macroéconomique, regardons comment se sont comportés et comment vous étiez positionnés avec les différents profils de gestion pilotés. Alors revenons sur les différents arbitrages qu'on a pu opérer sur le semestre. Alors le premier arbitrage, c'était au mois de mai. Donc on a un peu baissé le poids action pour revenir, je dirais, sur un positionnement un peu plus neutre. Et à l'inverse, on a augmenté notre positionnement sur les obligations à haut rendement avec des maturités courtes. On a aussi remanié notre poche action en baissant le poids des valeurs de croissance et aussi les pays émergents. Et à l'inverse, on a été se positionner sur les actions japonaises. C'était un pari gagnant, les actions japonaises. D'ailleurs, ça nous a permis de prendre profit partiellement en septembre puisque les actions japonaises ont très bien fait. Et le dernier arbitrage qu'on a pu effectuer, il est plus récent, c'est au mois de novembre où on a réduit les actions de style value, et que ce soit aux US et en Europe. Et on a commencé à augmenter, à se positionner sur les actions de moyenne capitalisation qui aujourd'hui nous semblent attractifs. C'est vrai qu'elles sont un peu à la traîne et d'un point de vue valorisation, on peut commencer à revenir graduellement sur ces actions. On a aussi augmenté la duration, la sensibilité de notre poche obligataire. C'était plutôt un bon move aussi parce qu'on l'a vu, on a eu une détente des taux souverains et donc on a profité de cette détente des taux souverains. Alors sur cette slide, on a rappelé les performances cumulées et calendaires des 3 profils de gestion. Donc en bleu, on a le profil prudent, en jaune, le profil équilibré et en rouge, le profil dynamique.
Ici, c'est l'occasion de revenir sur les performances de 2022. On l'a dit, 2022, c'était un exercice un peu plus délicat en termes de performance absolue. On voit qu'on a mieux résisté sur les profils prudents et équilibrés si on se compare à l'indicateur de référence, moins 3,9 pour le profil prudent contre moins 6,2, moins 8,6 pour le profil équilibré contre moins 8,9. En revanche, on affiche un retard sur le profil dynamique, moins 16,8 contre moins 12,4. Regardons à présent comment se sont comportés les trois profils depuis le début de l'année, arrêtés à la fin du mois de novembre. Alors ici, il est bon de rappeler aussi que en début d'année, l'assureur nous communique le taux minimum garanti sur le contrat à Rossimon. Parce que rappelons-nous, en fait, on a trois moteurs de performance. L'allocation est différente en fonction du profil de risque. Donc on a le moteur action, on a le moteur obligation, et on a aussi le contrat euro. Donc tout au long de l'année, on valorise la poche action et la poche obligataire aux valeurs de marché, c'est très simple. En revanche, pour le contrat euro, en fait, donc on capitalise avec le taux minimum garanti que nous communique en début d'année l'assureur. Ce taux minimum garanti pour l'année 2023 est de 0. On le sait, le contrat euro ne fera pas 0. L'année dernière, il a délivré une performance de 1,35%, si je me rappelle bien. Donc, depuis le début de l'année, donc on valorise ces trois profils avec un moteur qui est tout simplement. Donc, on sait qu'on a une réserve de performance, notamment sur le profil prudent, puisqu'il y a 60% de ce contrat. Toujours est-il que sans intégrer cette performance qu'on ne connaît pas aujourd'hui, on a un profil prudent qui, à la fin du mois de novembre, avait une performance de 1,5%, un profil équilibré 3% et un profil dynamique de 5,7%. Sur les slides suivants, on a illustré le positionnement actuel du portefeuille, de ces trois portefeuilles. Donc, commençons par le profil prudent. Alors, le profil prudent, pour rappel, les contraintes minimum 60% sur ce contrat euro, maximum 20% sur l'allocation action et une allocation obligation comprise entre 20 et 40%. En termes de partition sur ces trois classes d'actifs, aujourd'hui, on a un positionnement qui est neutre. On a 10% d'actions, 28% d'obligations et 62% sur le contrat euro. Sur les camemberts de droite, on a rebasé le positionnement de la poche action à 100. Donc on voit qu'on a un positionnement qui est quand même assez diversifié. 32% d'actions européennes, 27% d'actions américaines, 23% d'actions, ce qu'on appelle global thématiques, où là on va jouer des thématiques qui nous semblent aujourd'hui vraiment porteuses à long terme. On peut parler d'intelligence artificielle, on peut parler de transition écologique, on peut parler de thématiques liées aussi à la santé. Et c'est vrai que ces thématiques, aujourd'hui, elles font quand même aussi la part belle aux actions américaines. Donc c'est vrai qu'on affiche un poids de 27%, mais si on transparise cette poche globale thématique, grosso modo, c'est 70 à 80% d'actions américaines. Donc, in fine, le poids en valeur américaine est beaucoup plus important. Ensuite, on a 8% d'actions japonaises et 8% d'actions émergentes. Même exercice sur la poche obligation qu'on rebase à 100. Donc là, on a 30% à peu près de crédit à yield. Donc on aime bien aujourd'hui. On pense qu'on est bien rémunéré pour un profil de risque qui est quand même assez limité, d'autant plus qu'on est sur du court terme. On a 50%, un peu moins de 50% de crédit investment grade, donc là, de bonne qualité, et 22% de taux souverain. Donc là, on va passer un peu moins de temps sur le profil équilibré, puisque on a juste déplacé un peu les curseurs. On a 28% d'actions et 32% d'obligations, et seulement 40% sur le contrat euro. Mais la logique, la composition des poches actions et taux reste la même, c'est la même philosophie. Donc un positionnement action qui est quand même assez bien balancé et un positionnement obligataire qui fait la part belle au crédit investment grade et au high yield court terme et 23% de taux souverain. Donc, même logique pour le profil dynamique, seulement c'est le profil qui offre le plus de risques, avec l'expérience de gain la plus importante, 69% d'actions, 21% d'obligations et 10% de contrats.
Alors, on va passer aux questions maintenant. Pour commencer, peut-être une question. Quels sont les indicateurs à surveiller de près pour le début de l'année 2024 et quelles sont du coup les principales sources d'inquiétude ou de volatilité sur les marchés? Alors, plus que des indicateurs, c'est vraiment en fait les actions des banquiers centraux. Donc, on en a parlé, on a touché un mot, c'est vraiment le pivot, notamment le pivot de la Fed. On sait que le cycle de hausse des taux est terminé. 2024 sera l'année des premières baisses de taux. Aujourd'hui, il y a pas mal de complaisance dans le marché. Le marché price les premières hausses de taux pour le premier trimestre. On le sent au fur et à mesure qu'on va se rapprocher un peu de ce pivot, en fait, il y aura de la volatilité dans le marché. Donc ça, c'est le premier élément à surveiller. Ensuite, on n'est jamais à l'abri de tensions géopolitiques, on l'a vu récemment. Donc ça peut vraiment être le Black Swan. Donc il faudra surveiller, même si c'est des éléments qu'on ne peut pas anticiper. Ensuite, il faut rappeler aussi que 2024, c'est une année d'élection et ça peut donc amener certaines inquiétudes. Donc pas mal de dossiers sur la table pour 2024 et nul doute que 2024 sera une année très intéressante à suivre. Merci. Alors peut-être j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez que les pays émergents offrent toujours des opportunités d'investissement attrayantes? Alors, elles offrent toujours des possibilités d'investissement attrayantes, mais elles offrent déjà des possibilités d'investissement attrayantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle marché émergent, en sous-jacent, c'est souvent la Chine en fait qui revient dans les têtes. Et on l'a dit, la Chine aujourd'hui, c'est un peu la zone géo qui a déçu. Mais si on extrait la Chine, il y a des marchés émergents qui aujourd'hui ont posté des performances très bonnes. Le Mexique, excellente performance depuis le début de l'année, on doit être à plus de 30%. L'Inde aussi a représenté une bonne opportunité sur l'année 2023. Donc oui, les marchés émergents, c'est pas seulement la Chine, mais si on doit se concentrer un peu plus sur la Chine, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même certains problèmes qui doivent être résolus. On parlait des problématiques de déflation. On a toujours ces inquiétudes sur l'immobilier. Mais nul doute que les autorités chinoises vont faire le nécessaire pour stimuler l'économie. Et c'est vrai qu'elles accordent beaucoup d'importance à leur target, à leur objectif de croissance. On le sait en général, c'est 5%. Et au fur et à mesure qu'on anticipe un peu moins de croissance, en fait, voilà, on a des mesures de relance qui sont déployées et donc il faudra surveiller ça. Et même si c'est vrai que ça a déçu en 2023, la Chine n'est pas exclue d'art pour 2024. Merci beaucoup. Alors, une question qui revient souvent, est-ce que le développement de l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur les marchés? Alors ça peut avoir un impact sur les marchés, d'ailleurs ça a un impact sur les marchés, on l'a vu. Les actions qui ont affiché la plus belle performance depuis le début de l'année, c'est les valeurs de la technologie. Et bien plus que la valeur de la technologie, c'est vraiment en fait les titres qui aujourd'hui sont directement liés à l'intelligence artificielle. Alors je suis vraiment pas spécialiste de la question, mais on voit, on entend parler. C'est vraiment une tendance séculaire, c'est pas un effet de mode, ça révolutionne bon nombre de métiers. Et il y a des entreprises comme Microsoft qui aujourd'hui sont très bien armées, des entreprises comme Facebook. C'est vrai qu'il faut quand même être soucieux aussi des valorisations, parce qu'on a vu qu'il y a des explosions en bourse sur certaines valeurs, mais si on est sélectif, si vraiment on va sur des valeurs de très bonne qualité, aujourd'hui, construire une allocation sans tenir compte de cette tendance vraiment très forte, voilà, c'est vraiment se priver en fait d'un moteur de performance qui est quand même assez important, on l'a vu cette année. Ok. Merci. Au vu des risques sur les marchés, est-ce que la part des actions sur les profits, elle n'est pas un peu trop importante? Alors aujourd'hui, on est à la neutralité sur les différents profils, sur notre positionnement action. Aujourd'hui, on est à l'aise avec ce positionnement. Notre scénario central, nous, c'est celui d'un soft landing, d'un atterrissage en douceur. C'est vrai que sur le premier semestre, le scénario, c'était plutôt est-ce qu'on aura un hard landing ou un soft landing. Aujourd'hui, on a vu qu'on avait quand même eu des perspectives de croissance, notamment pour les États-Unis, qui ont été revues en hausse. Aujourd'hui,
La question qu'on se pose, c'est plutôt soft landing versus no landing. Nous, aujourd'hui, on tend plutôt pour un soft landing, et dans un scénario de soft landing, en fait, c'est positif à la fois pour les actions et pour les marchés obligataires. Donc, bien entendu, il faudra suivre les données macroéconomiques, les prochaines réunions des banquiers centraux, mais aujourd'hui, on est à l'aise avec un positionnement à minima à la neutralité sur les actions. Justement, à l'opposé, est-ce qu'aujourd'hui, le rendement obligataire, il reste intéressant? Alors, il reste intéressant parce qu'aujourd'hui, on est quand même bien payé si on va sur du crédit, notamment le crédit investment grade. On trouve qu'on est aussi très bien payé pour des probabilités de défaut qui sont quand même très faibles sur du high yield, notamment en privilégiant la partie courte, donc à faible maturité. On a du portage vraiment très intéressant, et d'autant plus que en fait, si les banquiers centraux commencent à baisser les taux, en fait, on va avoir des taux souverains qui vont baisser, et donc qui dit baisse des taux dit hausse des rendements pour les obligations qui sont en portefeuille. Ok, merci. Peut-être une dernière question avant de laisser Maxime conclure. Sur quels critères vous sélectionnez les supports pour la GP? Est-ce qu'il y a une grille de critères, par exemple? Alors en fait, on fait tout un processus de due diligence. En fait, on a plusieurs fonds dans notre, ce qu'on appelle notre buy list, notre liste d'achat. Ce qu'on fait en général, en fait, si on veut demain sélectionner un fonds action américaine qui offre la part belle justement aux valeurs technologiques, en fait, on a tout différents outils qui vont nous permettre en fait aujourd'hui d'aller voir quels sont les fonds de la place qui sont positionnés pour répondre à ce besoin. Donc on va avoir tout un nombre de fonds qui vont apparaître sur nos radars. La première étape, en fait, c'est de faire un peu le tri. Donc là, on a des filtres un peu quantitatifs. Nous, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir des vraies gestions actives. Sinon, on va se positionner sur des gestions plutôt benchmarkées. On est aussi attentif au niveau de frais, parce que c'est vrai que c'est difficile de prédire les performances futures, mais en tout cas, les frais qu'on aura à payer, on les connaît quand on fait notre analyse. On aime bien aussi des fonds qui ont eu un profil de risque, un profil de performance rapporté au risque assez satisfaisant sur les 3 dernières années. Et quand on fait ce premier travail quantitatif, en fait, on va classer les fonds. Et une fois qu'on a isolé les fonds qui offrent le profil performance-risque le plus attractif, là, on commence à parler un peu aux sociétés de gestion. On commence à leur poser tout un tas de questions pour vraiment avoir un profil plutôt qualitatif du fonds. On s'intéresse aux équipes de gestion. Est-ce qu'il y a eu une stabilité sur les dernières années? On s'intéresse à la philosophie, au processus de gestion. Et in fine, on va sélectionner le véhicule qui nous convient. On va rédiger une due diligence. On va la soumettre à un comité. Et ensuite, si le comité l'approuve, elle rentre dans notre liste d'achat. Mais on ne s'arrête pas là, en fait. On garde un lien très fort avec les gérants externes qu'on sélectionne. On fait à minima 2 points de gestion avec eux sur l'année. Et si on a des questions, si on a une performance qui, d'après nous, n'est pas conforme au processus de gestion, on les appelle. On sollicite un point avec les gérants. Voilà. Donc on essaye vraiment de suivre de très près les gérants qu'on embarque avec nous. Merci beaucoup. Maxime, je te laisse conclure. Je vais conclure. Donc pour résumer, on peut résumer sur le fait que cette année était plutôt bonne, que l'année prochaine, le début d'année est plutôt optimiste avec des baisses de taux annoncées du côté des banques centrales, mais qu'il ne faut pas oublier de regarder quelques indicateurs qui peuvent toujours être un petit peu inquiétants. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Bonne soirée.